Bonjour chers étudiants, bienvenue dans un contrôle de l'électromagnétisme du vide. On va parler en fait de la magnétostatique. C'est un contrôle qui va concerner le calcul de champ magnétique créé par une spire, ensuite par une bobine plate, ensuite par un solénoïde et enfin deux calculs d'induction, du coefficient d'induction mutuelle entre deux circuits. Donc voilà les deux exercices que je vous propose, que j'ai terris à partir des anciens devoirs des différentes facultés marocaines. Donc on considère une spire circulaire de centre O de rayon R d'axe X', placée dans le plan. Donc il faut bien comprendre le schéma, la spire se trouve dans le plan OY, OZ. Donc voilà l'axe Y, voilà l'axe Z. Parcouru dans le sens trigonométrique, dans ce sens-là, par un courant d'intensité I1. Indiquez sur cette figure le champ magnétique D2B1 créé par un élément de longueur I1 D2L. Justifiez votre réponse. En utilisant la loi de Biot-Savart, montrez que le champ total au point P est donné par B0 sinus 3 de θ fois I, en indiquant c'est quoi B0. Θ est donné, c'est cet angle, l'angle sur lequel on regarde la spire à partir du point P. Ensuite, on place sur l'axe OZ à la distance D de la spire un fil conducteur mince. Le fil est orienté dans la direction OZ et parcouru par un courant I2 déterminé. Bon, c'est pas précisé, mais le fil va être considéré comme infini. Déterminer le champ magnétique créé par le fil et la spire au centre du plan cartésien, au centre de la spire ici, créé par les deux systèmes au centre de la spire. Et pour l'exercice 2, c'est un exercice dont la première partie, il ressemble à l'exercice 1. Il s'agit toujours de déterminer le champ magnétique créé par une spire en un point de son axe, de l'exprimer en fonction de mesure I1, R1 et D. D'accord, donc ça, c'est déjà traité dans l'exercice 1. Ensuite, on va considérer une bobine plate, cette fois-ci, de N1 spire. On vous dit montrer que le champ créé par cette bobine plate est donné par cette relation-là. Enfin, on suppose que la bobine plate a une longueur finie. Déterminer la longueur du champ magnétique créé à l'intérieur de cette bobine. En fait, longueur finie, ça veut dire qu'on va se placer dans le cas d'un solénoïde fini. Deuxième partie, on considère cette fois-ci deux bobines plates. Voilà C1, voilà C2, parcourues par du courant dans des sens opposés. Il faut faire attention. On vous dit quoi les questions? Calculer le flux d'induction créé par C1 à travers C2. On admettra que le module de champ magnétique créé par C1 est uniforme. Voilà l'approximation, sinon le calcul va être difficile. Ensuite, on déduire ce qu'on appelle le coefficient d'induction mutuelle entre ces deux circuits, le coefficient d'induction mutuelle qu'on note M. Il faut le déterminer. Donc voilà pour le sujet. Bien sûr, il est téléchargeable dans la description de la vidéo. Vous pouvez le travailler avant de regarder la solution. Bien. Donc, si je prends un élément de longueur ID de L, bon, ça, j'ai déjà traité plusieurs fois en détail le champ créé par une spire. Donc, d'après la loi de Biot-Savart, D de B, c'est mesuré sur 4pi ID de L vectoriel sur R carré. Donc, la direction de D de B est donnée par D de L vectoriel U. Donc, si vous faites D de L vectoriel U, donc ici, D de L, il est perpendiculaire à U. Donc, D de B, c'est un vecteur qui va être perpendiculaire à U, perpendiculaire à ID de L. Donc, il va être dans cette direction-là. Donc, elle est perpendiculaire à U, au fait perpendiculaire au plan, ce plan-là, formé par U et D de L. Voilà. Donc, il va faire un angle bêta, je le note bêta, avec l'axe 10x. Maintenant, on veut calculer le module de B. Et comme le calcul de champ magnétique par la méthode directe, il faut toujours commencer par la symétrie pour déterminer quelle est la direction du champ total. Et moi, la symétrie, je préfère toujours utiliser ce qu'on appelle les plans de symétrie et les plans d'antisymétrie, et non pas je prends un élément ID de L, je prends son symétrique et ainsi de suite. Donc, essayons de rappeler ce que c'est qu'un plan de symétrie pour les courants. Par exemple, ce plan-là est un plan de symétrie pour une distribution de courant. Ça veut dire n'importe quel point M de l'espace, si vous prenez sens symétrique par rapport à ce plan, si vous avez le courant ID de L est donné au point M par cette direction-là, le courant point M va être tout simplement sens symétrique. Exactement sens symétrique. Le symétrique de ce vecteur, c'est celui-là. Même valeur et même sens, même module. Voilà ID de L. Donc ce plan-là est un plan de symétrie pour ces deux éléments de courant.
Qu'est-ce que ça veut dire un plan d'antisymétrie? La même chose, si je prends n'importe quel point M, je cherche son symétrique M', le courant au point M va avoir la même valeur au point M', mais de sens opposé. C'est-à-dire, vous faites l'antisymétrie. Et qu'est-ce que ça veut dire l'antisymétrie d'un vecteur? Vous faites le symétrique et vous multipliez par moins 1. Donc l'antisymétrie, c'est celui-là. Voilà I d de L. Donc ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Bien. Maintenant, je veux déterminer le champ au point M. Donc là aussi, notez bien, là c'est une erreur classique au fait, les plans de symétrie doivent passer par le point où vous voulez calculer le champ. Hein, je reviens à la spire. Par exemple, je prends le plan OYZ. C'est un plan de quoi? OYZ, c'est un plan de symétrie. Parce que la spire appartient à ce plan. Ça veut dire l'image d'un élément de courant ID de L par rapport à ce plan, c'est lui-même. Donc c'est un plan de symétrie. Mais je ne veux pas l'utiliser parce qu'il ne passe pas par le point P où je veux déterminer le champ. Donc les plans de symétrie doivent passer par le plan où vous voulez calculer le champ. Bon, quels sont les plans de symétrie qui passent par le point P? Il n'y en a aucun. Mais vous avez deux plans d'antisymétrie. Vous avez ce plan-là, que j'ai noté le plan OXY. Pourquoi c'est un plan d'antisymétrie? Si vous prenez ce point M, par exemple, de ce plan, quel est son symétrique? C'est ce point. Quel est le courant au point M? C'est cette direction. Quel est le symétrique de ce courant normalement? C'est ce vecteur-là. Or, le courant, il circule dans le sens opposé. Donc, c'est un plan d'antisymétrie. Vous prenez ce plan-là aussi, le plan qui coupe la spire au milieu, c'est-à-dire le plan OX au Z, c'est aussi un plan d'antisymétrie. Pourquoi c'est un plan d'antisymétrie? Parce que si je prends par exemple cet élément de courant, qui est son symétrique par rapport au plan OXZ, ce point M, son symétrique, c'est celui-là. D'accord? Ici, voilà la direction du courant. Quel est le symétrique de ce vecteur? C'est celui-là, normalement. Mais le courant circule dans le sens opposé. Donc, vous avez ces deux plans-là, sont deux plans d'antisymétrie. D'antisymétrie. Et qu'est-ce qu'elle nous dit les règles de symétrie? Le champ appartient à l'intersection de deux plans d'antisymétrie. Donc, quelle est l'intersection des deux? C'est l'axe des X. Donc, B va être B suivant EX. Notez bien, j'ai déjà détaillé ça dans plusieurs vidéos. La symétrie, pardon, ici il n'y a pas de vecteur. La symétrie ne vous donne que la direction. Il ne donne pas le sens. Il peut être suivant plus EX, suivant moins EX. Il ne vous donne pas, il dépend de quoi. Ça, c'est les invariances. Mais nous, on veut juste la direction de B. On sait que le champ total va être obligatoirement suivant l'axe des X. Donc, on va s'intéresser uniquement au calcul de la projection de D de B sur l'axe de symétrie qui est EX. Donc, ce qui nous intéresse, c'est D de B scalaire EX. Et par définition, D de B scalaire de X, c'est le module de D de B. Et vous avez ce module de D de B, c'est égal à mu0 I D de L sur R carré, parce que l'angle entre I et D de L est pi sur 2. Donc, sinus de pi sur 2, c'est égal à 1. Donc, voilà le module de 2b, fois le module de x, c'est 1, fois le cosinus entre les deux, c'est bêta. Et d'après ce schéma, puisque d de b est perpendiculaire ici au vecteur unitaire u, vous avez α plus bêta égale à pi sur 2. Donc, sinus, cosinus bêta, c'est sinus θ. Donc, voilà le champ d de bx. Avec sinus θ, bien sûr, égal à quoi? C'est égal à grand R, le rayon de la spire, sur x. Sur petit r, pardon, sur petit r. Donc, ça vous donne mu0 sur 4pi i sinus θ sur r carré. Bon, avant, bien sûr, ça c'est d de b de x. Ensuite, il faut passer à l'intégrale. Donc, b de x, c'est égal à l'intégrale de ça, c'est égal à l'intégrale de ça. Or, si vous intégrez sur la spire, ce qui est très simple dans le cas de la spire, c'est que le rayon reste constant. Hein, vous intégrez sur une spire, tous les points de la spire sont à la même distance r. Et vous avez l'angle sur lequel vous regardez la spire aussi, il ne change pas. Donc, θ est constant, R constant, il vous reste juste l'intégrale de D de L. D de L, c'est un élément de longueur de la spire. Et l'intégrale D de L, c'est la longueur de la spire. Et la longueur de la spire, c'est le périmètre, c'est de pi fois grand R. Je remplace sinus θ par grand R sur petit r. Et je trouve B égale à mu0 I sur 2, donc 2pi, vous simplifiez à dire, sur 2 R carré sur R au cube. Voilà
Pardon, comment on calcule le champ créé par une spire. Donc, on peut écrire aussi, on a introduisant sinus θ égale à grand R sur R. Je peux mettre ici grand R et mettre ici au cube. Et ça, c'est sinus θ au cube. Donc, mu0 i sur 2R, sinus θ au cube. Donc, B0, c'est mu0. Voilà l'expression de B0. Bien. Donc, voilà pour le champ créé par une spire. Je pense que tout le monde doit le connaître par cœur. Maintenant, on vous dit, voilà un fil infini qui est situé à une distance D à partir du centre de cette spire. Le courant ici circule dans ce sens. Là, il faut faire juste attention au sens du courant. Bon, le champ créé par une spire, on le sait, on connaît sa valeur, on a un point quelconque de l'axe. Donc, au centre de la spire, θ égale à combien? Au centre, θ égale à pi sur 2. Donc, je peux déterminer si θ égale à pi sur 2, sinus θ égale à 0. Donc, le champ créé par ce courant, ça sera uniquement B0. Maintenant, quel est le champ créé par le fil infini? Bon, fil infini, je l'ai traité dans plusieurs vidéos. Je vais le rappeler brièvement. Toujours symétrie plus invariance. Vous avez le plan ER, EZ, c'est un plan de symétrie. Donc, le champ va être perpendiculaire à ce plan. Et bien sûr, il est suivant Eθ et non pas ER. Ensuite, vous choisissez un gamma, un contour fermé, c'est un cercle. Et la circulation de B sur un cercle de rayon R, c'est B fois 2 pi R. Les champs intérieurs, vous prenez un contour gamma comme ça. Donc, B, D de L sont collinéaires. Bon, tout ça, je l'ai fait en détail dans des vidéos, je ne vais pas y revenir. Donc, la circulation, c'est B fois 2 pi R. Il y a un seul courant qui traverse ce contour gamma. Donc, B égale à mu0 i sur 2 pi R fois Eθ. Donc, si R est égal à D, ça sera mu0 i sur 2 pi D suivant Eθ. Avec cette orientation, le champ tourne dans ce sens-là. D'accord? Il est suivant Eθ. Maintenant, donc ça veut dire que le champ créé par le I ici, c'est un vecteur qui est rentrant. Donc, le champ B1, je ne sais pas si j'ai... Voilà, bon, on va le repérer ici. Donc, le champ créé par ce fil, en ce point, il est comme ça, il est rentrant. Par contre, le champ créé par la spire, avec ce sens du courant, vous faites la règle de la main droite, c'est un vecteur qui est sortant. Hein? Donc, faites très attention. Les deux champs magnétiques, ils ont de sens opposés au point O. Donc, si je veux calculer le champ suivant Eθ, il faut faire, si celui-là, je l'appelle B1, celui-là B2, je fais B1 moins B2. Donc, voilà. Le champ créé par la spire en haut, il est suivant moins Eθ. Donc, le champ total, ça sera B2 moins B1 suivant Eθ. Donc, ça, c'est le champ total. D'accord? Donc, ça, c'est le champ créé par la spire. Ça, c'est le champ créé par le fil infini. Et faites très attention. Là, bien sûr, ils ont des sens opposés. Il suffit de faire la règle de la main droite pour voir que celui-là, c'est suivant Eθ. Celui-là, c'est un champ qui est rentrant au point O. Le champ créé par la spire, c'est un champ qui est sortant. Bien. Maintenant, je passe à l'exercice 2. La première partie, c'est déjà fait. Calculer le champ créé par une spire. Donc, on connaît déjà son expression. Bon, il suffit de remplacer sinus θ par... Donc, θ, c'est cet angle. Et sinus θ, bien sûr, c'est R1 sur R1 au carré plus D au carré, au cube à la puissance 3,5, et vous avez directement. Et pour une bobine plate, il suffit de multiplier B par N fois B1. Donc, pour une bobine plate, le champ magnétique, c'est N fois le champ créé par une spire. Quand est-ce qu'on parle de bobine plate, c'est l'épaisseur ici, l'épaisseur de la bobine, la largeur de la bobine, elle est très très faible. Donc, on peut la considérer comme une seule spire. Donc, le champ créé par une bobine plate, c'est celui-là. Bien. Maintenant, le solénoïde, on veut calculer le champ créé par solénoïde, on a un point à l'intérieur. Et là, il faut faire très attention. Très peu d'exercices où il traite ce problème correctement. Donc, vous pouvez suivre. Donc, je prends la bobine plate, je vais la subdiviser je prends une spire circulaire d'épaisseur d de x, c'est-à-dire en fait une petite bobine plate ici, une bobine plate d'épaisseur d de x, une bobine plate d'épaisseur d de x. Or, d'après l'exercice précédent, je sais ce que c'est que le champ créé par une bobine plate d'épaisseur d de x. Donc, parcouru par un courant d de i, ce courant, je l'appelle d de i. Donc, ça sera mu0 fois le courant sur du R sinus 3 de alpha. Avec alpha, c'est cet angle. Très bien. Suivons EX. N, on vous dit N, c'est le nombre de spires dans une longueur unité égale à 1. Donc, si j'ai une longueur d de x, je note le nombre de spires, c'est x. Donc, ça sera N fois d de x. Chaque spire est parcouru par un courant I. Donc, le courant qui circule dans cette spire d'épaisseur d de x, ce sera N fois le nombre de spires. Donc, ce sera N I d de x.
Donc, ce champ magnétique va être mu0 NI sur 2R d de x sinus 3 de alpha suivant EX. Pour calculer maintenant l'intégrale, bien sûr, toutes les bobines plates vont créer un champ suivant d de x. Donc là, je fais directement la somme. Hein? Pas de problème, je n'ai pas besoin de faire des projections. Parce que si je prends aussi une autre spire ici, il va créer aussi un champ d de b suivant l'axe des x. Donc on va faire juste la somme. Donc là, je vais écrire tangente alpha. Tangente alpha égale à quoi? Est égal au rayon divisé par cette distance-là. Et cette distance, je prends l'origine de mon axe OX ici. Donc, un point M, le centre de cette bobine, je le repère par la position X. Un point P quelconque par la position XP. Et vous voyez bien que tangente alpha, c'est cette distance, R sur cette distance-là. Et cette distance de là à là n'est autre que quoi? Que XP moins X. Donc, XP moins X, c'est R fois l'inverse de tangente, c'est cotangente. Je passe la différentielle. Différentielle de XP moins X, c'est moins d de X. XP, c'est une constante. La dérivée de cotangente, c'est moins 1 sur sinus carré alpha d de alpha. Donc, je remplace d de X par son expression dans d de B. Je simplifie par sinus carré. Il va vous rester mu0 NI sinus alpha d de alpha suivant I. Vous voyez le calcul. Ensuite, je passe à l'intégrale. Bon, l'intégrale, j'intègre entre quoi et quoi? Et là aussi, il faut faire très attention. Je vais peut-être faire ça dans une autre page pour mieux comprendre. Donc, j'ai pris ici mon solénoïde. Ah, j'ai pris mon solénoïde. J'ai pris mon solénoïde ici. Oups. Voilà. Voilà ma bobine plate que j'ai pris ici. Il va créer un champ. Je prends ici l'axe de solénoïde. Voilà. Et voilà mon angle alpha. Vous voyez? Donc, quel est le minimum de alpha? C'est ce point. Le maximum, c'est celui-là. Donc, le minimum de alpha, ça sera... Et comment on a défini alpha? C'est l'angle entre l'axe des x et le point ici. Donc, voilà le minimum de alpha, cet angle-là. J'intègre entre alpha 1. Le maximum, c'est celui-là. Donc, alpha 2, c'est toujours l'angle entre l'axe des x et la fin. Donc, voilà alpha 2. Donc, j'intègre entre cet angle alpha 1 et cet angle alpha 2. D'accord? Voilà. Donc, j'intègre entre alpha 1 et alpha 2. Et donc, ça sera mu0 NI. L'intégrale de sinus, c'est moins cosinus entre alpha 1 et alpha 2. Ça vous donne mu0 NI sur 2 cosinus alpha 1 moins cosinus alpha 2. Si on a par exemple un solénoïde infini, vous voyez bien si le solénoïde est infini, alpha 1 va tendre vers 0 et alpha 2, hop, va tendre vers pi. Donc, vous voyez que je retrouve le champ créé par un solénoïde infini. Bien. Maintenant, au centre de la bobine plate, vous avez cet angle est égal à celui-là. Et cet angle, c'est pi moins alpha 2. Donc, alpha 2, c'est pi moins alpha 1. Donc, je retrouve mu0 NI cosinus alpha 1, suivant I. Et cosinus alpha 1, c'est grand R sur cette distance qui est L sur 2, au carré. Donc, cosinus alpha, c'est L sur 2, c'est R carré plus L carré sur 4. En factorisant par le 4, vous allez trouver facilement ce champ-là. Donc ça, c'est le champ au centre du solénoïde. Bien, enfin, je passe au coefficient d'induction mutuelle. Avant cela, je vous rappelle les lignes de champ pour une bobine. Là, ce qu'on a calculé, faites très attention, on a fait le calcul que le champ sur l'axe du solénoïde. Parce que c'est dans l'axe où le champ a une seule composante. Au-delà de l'axe, par exemple, le champ va avoir deux composantes. Il va avoir une composante parallèle et une composante perpendiculaire. Et le calcul, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi on fait toujours uniquement le calcul de champ sur l'axe. Bien. Maintenant, on suppose S2 petit. Donc, je prends deux bobines plates, C1 et C2. Mais on suppose que C2 a une surface très très faible. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour considérer que le champ il est pratiquement constant, il est suivant l'axe des X. Parce que si je prends un solénoïde C2 très grand, vous voyez bien que le champ, ce point va avoir deux composantes et le flux va être très compliqué. Par contre, si le solénoïde a une surface très faible, je peux considérer que le champ est uniforme sur la surface du solénoïde et les suivant l'axe des X et le calcul va être simple. Donc, le flux envoyé par ce circuit C1 à travers C2, envoyé par 1 à travers 2, par définition, c'est B1 scalaire D de S2.
Notez bien, le flux, c'est algébrique. Il peut être positif, il peut être négatif. Donc, il faut bien faire attention au sens de chaque vecteur. On sait que si le courant est dans ce sens-là, B1 il est suivant plus EX. Non, pardon, il est suivant moins I, hein, parce que c'est, vous faites la règle du tire-bouchon, hein, le courant est comme ça, donc le champ magnétique, il va être dans cette direction-là. D'accord, créé par cette spire. Donc les lignes de champ vont être comme ça. Et alors que D2S2, il est dans ce sens-là. D'après toujours ce champ-là. Toujours la règle du tire-bouchon. Donc D2S2 suivant I. Vous voyez bien? Donc I scalaire I c'est égal à 1. Et comme on considère que ce champ est constant, cette intégrale va être tout simplement le flux à travers une seule surface. Je calcule d'abord le flux à travers une seule spire. C'est B1 scalaire S2. Donc c'est moins B1 fois S2. Parce que B1, il est constant. D'accord? Donc, pour n spire, il suffit de multiplier par n. Donc, ça sera moins B1 N2 fois S2. Je remplace B1 par sa valeur. Voilà le champ B1 fois N2. Et par définition, le flux envoyé par un circuit 1 à travers 2, c'est M fois I1. Et M, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'induction mutuelle. C'est un paramètre géométrique qui ne dépend que de la géométrie. Géométrie, c'est comme l'équivalent de la capacité pour le circuit électrique. D'accord? Donc, vous voyez qu'on peut simplifier ici par R1, on peut simplifier par quoi encore? Voilà, c'est tout. Donc, ce sera pi R1 au carré, R2 au carré, N1, N2 mesuré sur R1 au carré plus D au carré, bien sûr, à la puissance 3,5. Donc, voilà pour ce devoir dans lequel j'ai balayé un peu tout ce qui concerne spire, bobine plate, solénoïde, comment calculer le coefficient d'induction mutuelle. Bon, on peut ajouter normalement, ça aurait été intéressant d'ajouter ici une petite question, c'est déterminer, considérer deux bobines plates identiques, hein, c'est ce qu'on appelle bobine de Helmholtz. Voilà, deux bobines de Helmholtz, c'est une bobine, et de calculer le champ magnétique en un point quelconque de l'axe. Bon, ça revient juste à appliquer correctement le champ créé par chaque bobine plate. Donc voilà pour cet examen-là. Donc bien sûr, n'hésitez pas toujours à le partager avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a certains étudiants qui me posent des questions sur, par exemple, le champ d'un polygone. Notez bien, vous avez un site que dans le lien, vous allez trouver dans la description de la vidéo. Vous avez toutes des playlists magnétostatiques et dans cette playlist, vous allez trouver tous les cours, les TD, les examens corrigés. Vous avez une playlist électrostatique, idem, vous avez tout cours TD corrigé, électromagnétisme et ainsi de suite. D'accord? Il suffit de cliquer sur le lien de site Google et dans le lien, vous allez trouver tous les chapitres sont bien classés. Il suffit de rentrer dans chaque chapitre, chaque module et vous allez trouver les TD, les cours, les examens corrigés. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.